Bienvenue à votre magazine Grands Enjeux qui reçoit aujourd'hui Maître Tif Tchipamba. Nous allons parler avec lui des droits des consommateurs que nous sommes tous du reste dans ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, merci. Nous reviendrons évidemment aussi sur les questions d'actualité nationale. Mais en dernière date, vous étiez gestionnaire d'une grande entreprise de transport, Transco. Vous en gardez quel souvenir? C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Je me suis découvert. Je fais ce que je pouvais. J'ai reçu mandat comme intérimaire. Il y avait une grève âpre. Le travailleur réclamait 8 mois d'arriéré, après que le chef de l'État avait doté cette entreprise de 440 nouveaux bus, mais il ne s'était pas payé pendant 8 mois et il ne s'était pas pris en charge médicalement. La prise en charge était à la hauteur de $3. Il y avait beaucoup de petits problèmes. Et on nous a désignés, nous avons relevé les défis, nous avons épongé tout ce qu'il y avait comme arriéré de salaire. Nous avons organisé la prise en charge médicale. On a relevé même le taux. On a relevé le taux de salaire. Pourquoi? Parce que depuis 2016, un agent Transco était payé à $1,950. Et après que j'avais fini les arriérés, j'ai dû entamer le processus pour relever le taux jusqu'au taux courant, n'est-ce pas? Donc on est allé et j'ai pris la décision au mois de septembre. On a relevé de 950 à 115. Nous voulons y aller par palier. Et puis le chef de l'État m'a relevé de mes fonctions. Et durant mon mandat, j'ai eu à doter l'État congolais par le biais des Transco de 6 bus neufs sur fonds propres. C'est qu'aucun gestionnaire n'avait fait avant mon mandat, pour ne dire que ça, quoi. Donc voilà, on avait trouvé une situation quand même catastrophique. Hein. Près de 300 agents qui travaillaient depuis 6 mois, depuis 6 ans, 7 ans depuis la création de Transco comme de temporaires. Mais ils étaient là, on leur confiait le bus. On a mécanisé tous ces agents. On les a tous mécanisés. Et nous avons étendu Transco à l'intérieur du pays. Nous avons amené Transco dans le 3 Kasaï après 21 jours où moi-même je dormais à la Belle Étoile avec mes équipes. Et nous l'avons amené à l'Équateur, dans le Bazouélé. Et on l'a amené à Boma. Et voilà, quoi, on a monté des bus. On a initié pas mal de choses, mais écoutez, c'est par patriotisme. Voilà. C'est pour ça que j'ai été placé à la tête de cette entreprise. Donc voilà. Voilà, c'est ça aussi être mandataire public. C'est pas un bien privé. Et vous faites votre mandat et puis vous continuez la vie. Oui, c'est ça la vie, c'est ça être mandataire et c'est ça être patriote. Alors, pendant que nous enregistrons cette émission avec vous, l'actualité nationale est aussi défrayée par l'adhésion d'un ancien cadre du MLC, Jean-Jacques Mamba, qui a adhéré au mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, cher à Corneille Nangaa. Un commentaire de votre part? Déplorable. Déplorable, cela m'amène à réfléchir sur une question: quelle est la valeur du vote? Du vote? Du vote. C'est-à-dire? Nous donnons mandat aux gens pour nous représenter, dans l'optique que ceux-là vont plaider notre cause. Ils vont mouiller les maillots pour que la population vive mieux. Ok? Qu'est-ce qui pouvait entraîner ce changement brusque de position dans son chef? Ça m'étonne. Parce que le M23 hier était toujours là, pendant qu'il était député en fonction. Le M23 était là. Nous condamnions le M23. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État est en train de démanteler, pour ne pas emprunter son expression, de déboulonner même la communauté internationale par rapport à la guerre de M23, lui, il va de l'autre côté. N'était-il pas un infiltré depuis tout ce temps? Et qu'aujourd'hui, au regard de projecteurs braqués sur cette question, il ne sait plus se mouvoir normalement en tant qu'infiltré, en tant que clandestin. Il se décide de se dévoiler. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que
il soit frustré, déçu par la manière dont la politique congolaise est faite. Elle est faite comment? Puisque c'est vous qui parlez de la façon dont elle est faite. Comment est-elle faite? Comment est-elle faite? Il était député jusqu'il y a 2 mois passés. La politique congolaise était comme telle. Le MLC était au sein de l'Union sacrée. Le MLC demeure au sein de l'Union sacrée. D'ailleurs, il y a un avantage. Les patrons de son mouvement gèrent la défense nationale. Mais lui n'a pas été élu, il est assez critique là-dessus. Mais il pense même que... Mais John, on n'est pas élu parce que la population n'a plus confiance en toi. Il pense même qu'il y a une forme, quand je lis entre les lignes ces propos, il y a une forme j'allais dire, pas fanatisme, mais familiarité sur la scène politique. Il a stigmatisé le fait que le chef de l'État actuel n'est l'est que beaucoup plus par sa filiation avec son père. Mais écoutez, le chef de l'État n'est pas Melchisedec. Il n'est pas né du néant. Ce n'est pas son père qui travaille. Je suis désolé, c'est un argument de faible. Je ne le croyais pas si faible que ça. On est fils de quelqu'un. Lui, peut-être que son père, on ne le connaît pas parce qu'il n'était pas sur la scène politique. Si le chef de l'État est fils de son père, où est le problème? Il a emmené un plan d'action. Le problème, c'est qu'il veut peut-être dire que politiquement, le chef de l'État profite de l'aura de son papa. N'eût été son papa, il ne serait pas élu ou accepté. Non, John. Et il dit, les gens l'ont accepté, c'est disant, c'est les fils de son père, donc il va amener un mieux. Et le mieux, il n'est pas visible. Non, comment il n'est pas visible? Lui, il était député hier. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Lui, en tant que député hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel contrôle il a fait? Lui-même, prenons-le individuellement. Quel est le contrôle qu'il avait déjà initié? Qu'on demande aussi le nom de son père par rapport à sa façon de travailler au Parlement hier. Il n'a pas profité de bienfaits de ses pouvoirs. Je ne veux pas dire ici, il a connu des cas de déguerpissement, il a été pleuré à la police et la police est intervenue. Qui était le chef d'État? Ce n'était pas le chef d'État, fils du papa Étienne, d'heureuse mémoire. C'est un argument de faible. La familiarité, si le vote qui est là, on a voté le président Félix parce que son père était le leader de l'opposition. On l'a voté par rapport à son élan. Et c'est le papa du président Étienne, de Félix Tshisekedi, qui a découvert que la communauté internationale était derrière le Rwanda. Est-ce que c'est papa Étienne qui s'est levé pour dire que, ben écoutez, le Rwanda, je n'ai pas besoin de vous, je ne communie pas avec le M23, que le Rwanda vienne, parce que nous tous, nous savons que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. Mais est-ce que vous entendez parler tous ceux qui... Il y a certainement des Congolais qui travaillent avec l'AFC, le M23 et probablement le Rwanda. Mais ces Congolais-là, à vous entendre parler, ils perdent leur qualité des Congolais parce qu'ils pensent les choses autrement. Non, la nationalité, quand on la détient, il y a de mécanismes pour qu'on vous la retire, n'est-ce pas? Je regrette leur façon de voir les choses. Une évidence est que l'Est du pays est menacé depuis belle lurette. L'Est du pays est en proie de guerres et autres. Et aujourd'hui, il vient de s'être révélé que la communauté internationale va signer un accord avec le Rwanda qui ne produit pas le minerai. Ok? Ça, c'est évident. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour le voir. Alors, quand toi, Congolais, en face de pareilles évidences, tu te rallies au mouvement déguisé du Rwanda, qu'on vous applaudisse. Dieu merci qu'on a repris la peine de mort. Parce que vous êtes avocat. C'est mon opinion. Oui, la peine de mort n'avait jamais été retirée. Elle n'était pas abolie, certes, il y avait un moratoire. Mais bon, c'est-à-dire quoi, c'est quoi le moratoire? Non, c'est vrai qu'on ne l'exécutait pas en attendant. Oui, mais bon, mais c'est un peu rétrograde aujourd'hui, la peine de mort. Non, c'est pas rétrograde. Aux États-Unis, on tue des gens par la peine de mort. C'est une peine exécutée aux États-Unis. Pour ne prendre que cet exemple-là de grande démocratie. En fait, les lois et les peines doivent être de réponse aux besoins sociaux. Les lois et les peines
doivent être une réaction aux comportements sociaux. Oui, mais quand même aux États-Unis, c'est aussi la grande cristallisation de la criminalité. En même temps qu'on tue les gens. John, laisse-moi évoluer. Ok? Pourquoi avait-on obtenu le moratoire? Est-ce parce qu'on avait évalué la criminalité au pays et on a décrété le moratoire? Ou c'est parce que comme nous recevons trop, nous subissons trop l'influence extérieure, ceux qui pouvaient décider ont entendu qu'ailleurs, il y a le moratoire, la vie humaine est sacrée, et bien on dit le moratoire nous parvient. C'est aussi ça le problème du pays. Dans nos coutumes, la vie humaine est toujours sacrée. Non, la vie humaine a toujours été sacrée. Ouais. Mais on ne peut pas te permettre, toi, de faucher un autre humain volontairement comme le Koulouna aujourd'hui parce que la vie humaine est sacrée. La peine a une fonction dissuasive. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Là, c'est la loi de Talion. Mais je reviens sur la notion dissuasive de la peine. La peine a pour mérite de convaincre le criminel à ne plus délinquer. N'est-ce pas? Vous pillez tout ce qu'il y a comme recette et richesse du pays. Vous fauchez des vies à des villageois, à des villages entiers. N'est-ce pas? Quand on vous attrape, vous avez 20 ans, 30 ans. Mais vous pouvez sortir. Et 1000 personnes que vous avez tuées. Pour ce genre de peines, pour ce genre de crimes, si tant que c'est considéré comme crime parce qu'ils posent ces actes, on devrait systématiquement passer les gens. Non, on devrait appliquer la loi. Les pelotons d'exécution. Non, on doit appliquer la loi. Le droit pénal a un principe cher qui dit il n'y a pas de peine sans loi. Oui. Ok? Oui. Qu'on soit simplement attentif à la loi. Je pourrais même anticiper dans ce débat pour te dire, ben, quand le chef de l'État se plaint lors du discours de son apparition à la RTNC, ok, quand il se plaint qu'il y a de ceux-là qui ont obtenu le marché de construire de routes et une année après, nous retrouvons de nids de poules, nous retrouvons de trous. Ce n'est pas normal et puis ces gens-là circulent bras ballants, ils sont dans des hôtels VIP ici. Mais appliquons la loi. Oui, mais justement, on embraye là-dessus parce on est déjà sur notre... oui, soyons rigoureux. Donc, pour te répondre, oui. Moi, je ne demande pas à qu'on passe tous ceux qui traversent de l'autre côté devant le peloton d'exécution. Non, je demande à ce qu'on exécute la loi. Et même les dispositions fortes de la Constitution. Ce n'est pas loin d'une haute trahison pour un député qui a exercé un mandat jusqu'au mois de décembre, au mois de janvier. Parce que ses électeurs ne l'ont pas reconduit, il va tutoyer le chef de l'État selon qu'il est le fils de son père. Comme si lui manquait de généalogie. Et il expose ça comme motif pour rejoindre la rébellion. Non, pour ça, non. Alors, parlons de l'actualité. S'agissant de la sortie médiatique du chef de l'État et de la justice, il a dit que la justice est malade. Pour certains, c'est un aveu de faiblesse parce que lui, il est le garant, comme on dit, le magistrat suprême. Il reconnaît sa faiblesse en réalité. Il reconnaît sa faiblesse, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait que la justice soit malade et que lui, il est le garant de la justice. Vous savez, ça me renvoie à une illustration d'un diabétique mal soigné. Ce mauvais soin entretenu par tous ceux qui l'entouraient pendant un long moment, il va voir le médecin. Et la famille dit au médecin, ou le voisin dit au médecin, ben écoutez, comme le diabétique est là, après un mois, il doit quitter l'hôpital. Or, sa diabète avait atteint un niveau très avancé. Ou qu'après un mois, comme il n'est pas guéri, on dit, ben écoutez, le médecin, tu es incompétent. C'est ça le cas du Congo. Quel était l'état de la justice avant qu'il ne prenne le pouvoir? Ça, on ne le dit pas. Quel était l'état de cette justice ici? On ne le dit pas. Mais il est à son deuxième mandat déjà. C'est à peine 5 ans. Quand vous parlez de mandat, c'est 5 ans d'exercice. Nous avons connu dans ce pays en 2010, c'est également, je le dis pour que le chef de l'État ouvre les yeux, grandement les yeux quand il va nommer des ministres ici, qu'il sache à qui est-ce qu'il va confier des portefeuilles importants. Nous avons connu dans ce pays en 2010 un concours de recrutement de magistrats où tout le monde avait été recruté, même des géographes.
ils sont dans la magistrature, ils évoluent. Les chefs de l'État les a trouvés. Devrait-il les réunir tous et puis vous tous venez ici, on les chasse, ils appartiennent déjà au corps. Il y a des procédures. Nous avons trouvé les magistrats à l'état où ils étaient. C'est par un coup de baguette magique qu'ils devraient tout changer en un jour. C'est impossible. C'est un processus. C'est vraiment un processus. Nous demandons au chef de l'État par rapport à la justice, ça c'est notre point de vue, de renforcer le Conseil supérieur de la magistrature, de renforcer la discipline des magistrats. C'est ce qui peut permettre à ce que l'on revienne sur le droit chemin. Nous demandons à ce que le Conseil et la discipline des magistrats soient renforcés. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre, traitez également les magistrats dignement. Mettez-les dans les conditions. Mettez les magistrats dans les conditions. Et cotez-les par rapport à l'obligation de résultat. Mais y compris dans la magistrature, même dans la justice, même dans d'autres domaines de la vie, prenons l'armée, les forces de l'ordre, les mandataires publics. Vous n'avez pas l'impression que ça patouche un peu? On a un sérieux problème de... Non, qu'on essaie de voir dans tous ces secteurs-là, oui. Du côté de mandataires, ministres, qu'on privilégie plus les compétences, n'est-ce pas? Le partage de pouvoir doit tenir compte de l'équilibre régional. L'équilibre national, en fait, ok? Et le gouvernement doit être représentatif. C'est vrai qu'il y en a de ceux qui ont manifesté leur vocation, sinon leur intérêt à avancer avec le chef de l'État au sein de l'Union sacrée, par exemple, n'est-ce pas? Mais quand on doit désigner des ministres, on doit tenir compte de compétences. Quand l'on recommande des gens, on doit tenir compte de compétences, de l'intégrité. Ce sont des valeurs chères qui peuvent amener le pays à se développer. Nous avons tous les éléments liés au développement. L'élément, c'est les facteurs humains. Mais là, vous demandez à ce qu'on inverse la procédure, parce que habituellement, je pense que vous le savez, nous le savons tous, les partis ou regroupements qui vont adhérer, qui vont constituer la majorité, vont proposer en fonction de leur représentativité à l'Assemblée nationale, ils vont devoir avoir un quota. Vous avez 11 députés, ça vous donne un poste de ministre d'État, un poste, ainsi de suite. Et c'est à eux de proposer maintenant leur candidat. Non, mais c'est ce que je vous dis. Généralement, à ce niveau-là... C'est ce que moi je vous dis. Oui. Ne nous amenez pas n'importe qui parce que c'est votre quota. N'est-ce pas? Au niveau de formation politique, l'on doit nous sortir de pièces rares. Nous connaissons l'état du pays. On a besoin de citoyens austères. On a besoin de citoyens patriotes pour gérer. Donc, dans ces quotas-là, quand vous proposez quelqu'un qui réunit les conditions que je donne. On ne refuse pas que tel parti donne autant, tel donne. Mais donnez des gens compétents, donnez des gens intègres, donnez des gens qui aiment le pays, donnez des gens qui ont le souci de développer le pays. Mais on s'est bien rendu compte que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Être compétent, être performant, être honnête ne semble pas être les grandes vertus dans notre pays. Non, ça doit venir. Nous venons de très loin. Ah. Nous venons de très loin. Fouillez l'histoire de ce pays, à commencer par la zaïrisation, par exemple. On avait des procédés de blancs, un bel élan. Mais pour confier la gestion de l'économie aux particuliers qui n'avaient pas de niveau d'études, qui étaient des intellectuels de l'époque, ok? Et on les appelait quoi? Des évolués, oui. N'est-ce pas? C'est à eux qu'on avait confié l'économie du pays. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Changeons la donne. Changeons les choses, John. D'accord. Alors nous, j'ai fini, John. Oui, allez-y. C'est nous les humains. Les règles de loi, c'est nous qui les concevons. Nous pouvons les changer. Et au finish, la population, c'est elle qui désigne. Là aussi, je dénonce le caractère amorphe de la population. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse déjà? Non, qu'elle dénonce. Mais dénonce en faisant quoi? Parce que la population est soi-disant représentée par les partis politiques. Quels sont les autres canaux? Vous parlez de la société civile. Vous parlez de par quoi? exemple, la société civile. Politisée aussi. C'est-à-dire quoi, société civile politisée? C'est-à-dire qu'elle est affiliée aux partis et regroupements politiques. Non, là c'est toi qui l'as dit. Là c'est toi qui l'as dit, John. Ah ben, je voudrais bien Moi je reste sur ce qui est dit société civile.
n'est-ce pas, qui se lève. C'est sa base qui souffre. C'est la population au nom de qui elle parle qui souffre. Mais les gens ont reçu des mandats de cette population et ils siègent à l'Assemblée Non, ce nationale. n'est qu'un mandat qui peut être retiré. Voilà pourquoi la Constitution donne même de voies d'ouverture. La Constitution donne de voies d'ouverture, de moyens de revendiquer, de moyens légaux de revendication, le moyen légaux de dénonciation. Le problème de ce pays, c'est quoi? C'est que nous sommes ignorants des textes des lois. Et du coup, nous ne savons même pas revendiquer en considération de la loi parce qu'on est ignorant. Commençons par éduquer les gens ce qu'ils doivent faire. C'est là le grand problème. Oui, mais c'est la responsabilité de l'État de veiller à l'éducation du citoyen. C'est ce que la Constitution dit. Oui, parce que... Mais on a autorisé à la société civile d'opérer les missions confiées aux églises, aux asbels, aux fondations, c'est d'aller là où l'État ne peut pas arriver, ou là où l'État est faible, essayer de renforcer, essayer de réveiller les consciences. Il faut apprendre. Nous n'attendons que des événements. Nous courons derrière les événements. Nous ne planifions pas. Ah oui, très important. Nous courons derrière les événements. Le mois de mars arrive. Quand vous allez fouiller dans toutes les structures où il y a des femmes, ils vous disent, Tokola Tanini, même les mamans qui ont marché, quels étaient les messages forts qu'ils ont lancés après la marche? Nous allons nous habiller en noir. Vous comprenez un peu? On ne doit pas s'habiller en noir simplement pendant le mois de mars. Au mois d'avril, on tuera encore à l'Est. Au lieu de dire, nous allons nous habiller en noir, dites-nous, le thème est comme ceci, nous allons développer comment, qu'est-ce qu'on... C'est tout ça. Ne courons pas derrière les événements. Mais planifions. Vous savez, la population congolaise a été chosifiée, je peux dire. Lorsque vous allez à la rencontre du citoyen congolais à la base, vous vous demandez bien à qui vous avez affaire. La population a été chosifiée. Aujourd'hui, les gens ont un sérieux problème dans la relation qui les lie à l'État. Non, ils sont ignorants. Ils ont l'impression que l'État c'est un bien privé de quelqu'un. Non, oui. C'est parce qu'ils sont ignorants. Et maintenus dans cette ignorance aussi. Maintenant, la société civile, les églises ont ce rôle-là, de réveiller les consciences des gens. C'est ce que je fais. Vous excusez l'État? Non, l'État ne peut pas être excusé. L'État ne peut pas être excusé. Mais nous n'avons pas non plus à l'enfoncer davantage. L'État, c'est comme un enfant, je donne l'exemple, un enfant qui s'écarte un peu. Quand vous le bousculez trop, vous le perdez. Il faut beaucoup de sensibilisation. Pas dans le sens de séminaire, tout ça qu'il y a dans le pays. Parce que ici, quand on te nomme séminaire, ceci, cela, mais les objectifs, on ne s'assied pas pour évaluer le travail déjà fait. N'est-ce pas? C'est juste pour gagner un peu de per diem, c'est tout. C'est dangereux, c'est ce qui tue le pays. Posons-nous la question, hier nous regardions nos aînés, aujourd'hui c'est notre tour. Ouais. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants? Quel est l'avenir de demain? Ok? On doit s'arrêter un mois pour dire trop c'est trop. Qu'est-ce qui fait que les Doumbouya et les autres chefs de l'État d'ailleurs, Mali et autres, peuvent venir dire non aux Français, les Français repartent chez eux? Votre lettre, parce que vous êtes président de l'Union pour la défense des droits des consommateurs au Congo, l'ONG existe depuis 2008. Oui, bien sûr. Vous avez adressé une lettre au chef de l'État. J'essaie de lire en diagonale. Sans se perdre dans le langage... Non, mais la lettre, il faut l'intituler, John. Oui, oui, évidemment. L'objet de la lettre, c'est « Message des félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo ». Donc, j'ai lu les 4e paragraphe, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Sans se perdre dans le langage ésotérique des économistes, suivant notre compréhension, l'augmentation du pouvoir d'achat renvoie à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix, le pouvoir d'achat augmente. Au cas contraire, il diminue. Je m'arrête là. Non, vous avez fait en réalité un très bon résumé de la situation du consommateur que nous sommes tous
dans ces pays qui voit chaque jour son pouvoir d'achat diminuer. Et ça, on dirait qu'on n'y peut rien. Non, on y peut quelque chose, John. On y peut quelque chose. Le chef de l'État, quand il parlait, je salue en passant, je réitère mon message de félicitations, je crois qu'il l'a lu. Je crois qu'il a lu ce qu'on a écrit. Dans son deuxième point, lors de son intervention, le premier point, c'était qu'il allait en guerre contre le chômage. Ok, c'est un volet du social. Mais le deuxième point, il disait qu'il va se battre pour l'augmentation. Il a conscience de la perte du pouvoir d'achat. Donc, il se battrait pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Et par rapport à ce point, il a chité sur l'équilibre du franc congolais. N'est-ce pas? Le pouvoir d'achat augmente quand nous produisons. Évidemment. Or, on ne produit rien. Voilà pourquoi il y a perte de pouvoir d'achat. Mais il y a des mesures d'encadrement qui doivent être mises en application. Ok? Nous tous, même le pouvoir public, nous sommes extravertis. Nous nous sommes appuyés sur le dollar comme monnaie de secours. C'est tout ça le problème. Donc, en le disant, c'est-à-dire qu'il entre en guerre pour combattre le prix sur le marché. Combattre le prix sur le marché, nous apaisantisons dans un premier temps sur le ministre de l'économie. Tu as suivi, je suivi par votre canal, le canal de votre chaîne, qu'en Bujima, il y a hausse de prix de carton d'impiodi, carton de produits surgelés, n'est-ce pas? Déjà, le fait de refuser d'importer ces produits-là stabiliserait un tout petit peu le pouvoir d'achat. L'économie est trop extravertie. Nous devons encourager l'agriculture. Quand je prends l'agriculture, je prends la pêche, l'élevage, tout compris. Là, c'est dans quel terme? Moyen, long terme? Parce que... Non, mais à moyen terme, John, à moyen terme. Mais dans le même temps, est-ce que vous vous rendez compte que notre environnement n'est pas propice à la production? Comment ça, elle n'est pas propice à la production? Parlons d'abord... Moi, je te parle de ma mère. Je te parle d'abord de ma mère. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que nous allons trop vite. Nous voulons devenir une société de consommation. Or, là où il y a des sociétés de consommation, ils pensent revenir dans ce que nous faisions hier. Là, quand vous parlez de surgelés, nous sommes dans l'industrie. Mais vous voyez combien est-ce que les taxes et impôts dissuadent les investisseurs, ne serait-ce que congolais. Commencer une petite affaire. Là, tu veux m'amener dans ta logique. Je n'entre pas dans ta logique. Ah. Oui. Mais moi, ce qui réjaillit sur les prix. Non, ce qui réjaillit sur le prix, notamment, ce sont les taxes et autres. Oui. Mais il est là, Tanganyika est là, John. Oui. Produits de poissons. Mais pour avoir une pêcherie industrielle, il faut avoir des équipements. Et lorsque vous le commandez, vous payez énormément de taxes. John, tu m'amènes dans la logique de tout ce qui empêche au pays de se développer, John. C'est ça le système. Ne sais-tu pas que dans ce pays, les animaux pourrissent dans les lacs du fait de la vieillesse? Vous ne le savez pas. John, vous ne savez pas que dans ce pays... vous n'allez pas faire la pêche à la ligne. John, vous ne savez pas que dans ce pays, les grands centres ne sont pas alimentés à cause de l'état de la route. Vous devez vous rappeler que dans ces pays, avec la voiture VW, commandée chez Asda, nous quittions Kinshasa vers le Bandundu. Et que dans le Bandundu, il y a des poissons. On n'a pas besoin d'importer. Question d'organiser le voie de communication. Parce que le problème, c'est quoi? C'est ce que l'homme blanc nous a laissé. Laissez-moi te donner une... C'est l'État ou bien les particuliers qui... Mais l'État doit organiser tout ça. C'est l'État qui organise. En réduisant les taxes, en donnant plus de facilité aux investisseurs. Plus de facilité. Il y a un PROSEM qui est là, qui encourage les jeunes investisseurs. Ok? Arrangeons le route. Le voie de communication tel que nous les avons aujourd'hui, John, ont été conçus par le pouvoir colonial avec un seul objectif, de prendre des minéraux. Oui. 60 ans après, John, 60 ans après, nous n'avons pas changé. Nous n'avons pas changé de paradigme. Mais voilà, c'est là le problème. On est resté. Nous sommes un pays extraverti. Nous sommes restés dans non, même pas extraverti. Nous sommes restés dans ce que dans les infrastructures que les Belges avaient créées, laissées. Par rapport à sa vision, nous voulons nous développer avec le même... Ça pose problème. Nous devons tracer de route. On doit créer
de routes et dessertes agricoles. Nous devons voir comment amener la marchandise, la nourriture dans des grands centres, John. Dans ces pays ici, quand vous allez à Ngiringiri en son temps, il y avait des éleveurs. Il y avait des éleveurs, on élevait des vaches, des chèvres, des moutons, on en élevait, on n'en trouve plus. Derrière les maisons, pour ne parler que de ma maman. Moi, je connais le cochon chez moi, les lapins chez moi. Poulailler derrière la maison. Potager derrière la maison. Commençons par ça. Toutes ces habitudes-là. Il y a eu une grande explosion démographique dans la ville. Non, le Congo est grand. Le Congo est grand, John. Le Congo est grand. Oui, on peut le faire, mais plus derrière la maison, c'est compliqué. Non, le Congo est grand, John. Si on ne le fait pas derrière la maison, on le fait ailleurs. Donc, si on commence déjà par ça, on va diminuer la consommation de ce produit. La demande sera faible. Mais vous pensez... C'est une démarche qui favorise le pouvoir d'achat. Vous parlez comme président des consommateurs. Donc, quelque part, vous parlez au nom de beaucoup de gens. Mais non, je ne parle pas au nom de beaucoup de gens. Je parle au nom de toute la population congolaise. En s'est compris l'honorable informateur, en s'est compris le chef de l'État, en s'est compris son éminence, monsieur le cardinal, même Bintou Keïta, il est au Congo, il consomme beaucoup. Je parle en son nom. Je suis son président. Voilà. Alors, la consommation aujourd'hui pose problème. Non, John, on n'a pas fini le problème du pouvoir d'achat. Ben oui. Donc, nous devons mettre dans la mentalité de la population que les surgelés, on peut pêcher ici. Nous pouvons créer des étangs. Si l'État favorise les routes, même en terre battue, il y a moyen d'organiser tout ça. Nous devons créer des voies de communication adaptées à ce que nous voulons devenir demain. Aussi longtemps qu'on ne le crée pas, nous restons dans ce que les Belges ont fait. Voilà pourquoi tu me parles de surgelés. Mais là, vous vous adressez à qui à vos consommateurs ou non, je m'adresse d'une part, je m'adresse aux consommateurs. Quand je leur demande... C'est pas à eux que des mais John, non, parlant des routes des dessertes agricoles, c'est oui, pas, non, pas leur compétence. Je veux évoluer par palier. Okay. Les consommateurs sont concernés par le potager. Ok? Ça renforce le pouvoir d'achat. Quand vous faites le potager, la dépense liée aux légumes, vous gardez. Quand vous faites un poulailler, la dépense liée à l'achat et à la sauce à surgeler, vous gardez. N'est-ce pas? C'est pas compliqué. Et le pouvoir public, de son côté, doit revoir les voies de communication. Doit permettre à ce que la culture quitte le village pour le grand centre urbain. Il doit veiller à ça. Le pouvoir doit élaguer des barrages. Il est impensable qu'un ministre passe, ordonne qu'une barrière disparaisse. Et puis le lendemain, ces gens-là reviennent, ils ne sont pas sanctionnés. On a besoin d'un pouvoir fort. Le chef de l'État est doux. Le chef de l'État, c'est un monsieur. Le chef de l'État est humain. Mais qu'il ajoute un peu à ça. Hein? Moi, Babilaï, il y a Quinoa. C'est un Quinoa. À côté de moi, Babilaï, il y a Zamba Goril. Tarzan. Ça permettait à ceux qui n'ont pas quartier de calmer moi l'esprit. Qui est maître, qui est adjoint. Oui, justement, dans votre Asbel les Quinois, vous m'avez enlevé dans la peau de consommateur, vous m'avez amené. Oui, ouais. Mais parce que vous êtes, mais tout ça, c'est moi. Ici sous plusieurs casquettes. Tout ça, c'est moi. Oui, j'en profite parce que vous avez tenu des propos presque discriminatoires. Oui, parlant de ceux qui pensent être quinois et en réalité qui ne le sont pas. Ah, non, laissez-moi, vous savez, un mot hors contexte, ça devient prétexte. Bon, ben allez-y, mais n'empêche que c'est que... L'Asbel le Quinois, c'est oui. une association créée par des jeunes comme moi et toi, qui réunit tous ceux-là qui ont une histoire avec Kinshasa. Tous ceux-là qui pensent que Kinshasa peut évoluer. Voilà pourquoi je disais, il y en a de ceux qui sont quinois, mais qui n'ont aucun projet de société pour Kinshasa. Ah, ça devait être le cas. Ok. Tout quinois doit avoir un projet de société oui. pour la vie. Non, il y a un problème, John. Toi, oui. Tu es né à Kinshasa.
En fait, je donne un exemple. Oui. Tu es né à Kinshasa, tu as grandi à Kinshasa, mais il est impensable que tu sois indifférent par rapport à tout ce que subit la ville de Kinshasa. C'était là notre souci. Donc dans cette ville ici, il était impossible de voir un moins âgé insulter un aîné sur les boulevards à l'indifférence de tout le monde. Oui, parce que j'ai retrouvé la citation. Vous disiez désolé de constater que tout le monde veut venir à Kinshasa, mais tout le monde n'a pas le cœur pour faire évoluer la ville de Kinshasa, qui est pourtant le miroir du pays. Mais évidemment, là je vois encore Boketu Premier qui a chanté Baouta Namboka. Non, c'était Mabele Elis. Oui. N'est-ce pas? Puisque tu vis ici, amenons le meilleur de tout le monde de là où vous venez pour que la ville évolue. Or, c'est un constat inverse que nous faisons. Hier, il y avait des valeurs dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeurs. Il n'y a que de vices, il n'y a que de désolation. Ça et là. Dans des classes, on trouve 100 personnes, plus de 50 personnes. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous venez pour habiter Kinshasa, apportez un plus dans la ville. La ville ne devrait pas être comme elle est aujourd'hui par rapport aux valeurs. Tout est en train de tomber comme un château de cartes. Et voilà pourquoi nous jeunes, nous sommes levés, nous disons, nous devons nous lever pour rappeler aux autorités, pour rappeler aux Kinois que c'est leur ville. Mais cette prise de conscience-là, elle ne devrait pas être dans les chefs des gestionnaires de la ville, qui doivent veiller à cela. Ah, John, les gestionnaires, puisqu'on les a placés à la tête de la ville, c'est qu'ils ont une vision sur la ville. Nous, maintenant qui devons subir cette vision, nous sentons que nous sommes en phase avec eux. Voilà pourquoi nous nous levons. Pour rappeler un peu... Que vous êtes en phase ou que vous n'êtes pas en phase avec eux. Cher ami, cette ville ici, on appelait nos aînés des Yaya. Quand vous entendez Yaya, ce n'était pas une formule de Matolo. Non. Nous nous sommes fait punir, toi tu le sais, par un aîné du quartier qui te trouve en train de te comporter d'une certaine façon. Il te punit, il amène la punition à la maison, on reconduit la punition. Nous avons vu dans un bus, vous êtes en train de passer, vous voyez une maman ou un homme nu, les mamans qui sont là te couvrent pour que tu ne voies pas ça. Ce sont des choses qui, quand vous en parlez aujourd'hui, on se dit, ben écoutez, c'est une histoire, il y a fable de La Fontaine, tout est. Nous voulons que toutes ces choses reviennent. Nous avons connu dans cette ville ici des gangs. C'est là qu'on appelait des Yankees. N'est-ce pas? Mais on n'avait jamais atteint le niveau de criminalité comme c'est le cas aujourd'hui avec le Kuluna. La pratique des arts martiaux date depuis. On a connu des grands maîtres. Mais on n'a jamais vu ce que nous vivons aujourd'hui. À cause de quoi? Des députés qui, parce que l'autre est le fils de tel, ils traversent de l'autre côté. Qui voulez-vous qu'on dise? Ça fait 20 ans que le Kuluna existe. Ça fait 20 ans qu'on juge tous les délinquants attrapés du fait de Kuluna pour coups et blessures volontaires. Or, l'intention criminelle n'est pas le même. Ça fait 20 ans dans cette ville ici. On a vu de budget, on a vu de gens, des slogans, mais le Kuluna gagne du terrain. Aujourd'hui, même sur le boulevard du 30 juin, le Kuluna est là. On arrache de chaînettes. Il faudrait fusiller les Kuluna, à vous entendre parler aussi. Hein. Non. Quand je parlais de la peine de mort, c'était par rapport à son caractère dissuasif. Quand une sanction ne correspond pas à la faute commise, ça déstabilise la société. N'est-ce pas? L'on doit légiférer en la matière. On doit voir le degré de délinquance, la catégorie des délinquants. C'est un élément. Ce sont des jeunes gens. Mais les Kuluna ici, c'est connu aussi. Laisse-moi évoluer. C'est un peu une sorte de business parce que ceux qui reçoivent les plaintes légères de manière un peu légère, et les Kuluna sont remis sur pied dans les 48 heures parce que il n'y a rien. Non, c'est pas non, John. Vous analysez mal le problème. Ah. Et cette question de Kuluna appelle un regard attentif du pouvoir public.
Pourquoi? On doit mettre en place une politique. On ne doit pas par de mouvements spontanés, parce qu'on a attaqué là-bas, on va faire le bouclage. On arrête. Ah ben on a arrêté les grands Koulouna, on l'amène et puis c'est fini. Non. On doit voir la cause de Koulouna. Pourquoi on le relâche? Pourquoi on relâche le Koulouna? On relâche le Koulouna parce que quand vous amenez le Koulouna devant un magistrat, il n'y a personne pour le charger. Ok? Il fait quoi? Il regarde ce que la loi lui dit pour sanctionner coups et blessures volontaires ou involontaires. Quand ces éléments-là ne sont pas réunis, il ne peut pas l'envoyer en prison. Voilà pourquoi le Parlement doit légiférer en la matière. Le chef de l'État, je l'ai suivi par rapport au Koulouna, mais il avait promis à ce qu'on doit moderniser les prisons. On doit créer des prisons. Nous voulons élaguer les Koulouna, oui. On ne les envoie pas à Makala, parce qu'à Makala, nous savons tout ce qui se passe là-bas. À Makala, tu peux t'acheter un pavillon, tu es bonasse, tu peux souffler des gâteaux d'anniversaire à Makala. N'est-ce pas? On doit créer d'autres prisons, adaptées à cette forme de délinquance. On ne doit plus les envoyer à Kanyamaka, c'est le général Kassongo. Non. Là-bas, on doit prendre des jeunes gens dont les parents n'ont pas eu le moyen de les envoyer. Et à l'école, on les envoie là-bas pour qu'ils apprennent des métiers, parce que ce sont des citoyens normaux. Un délinquant qui a tué, qui a fait ceci, nous devons l'envoyer en prison. Mais ces Koulouna, c'est aussi un peu l'expression de notre société. Ce sont nos enfants. Mais qui est le délinquant qui est sorti de nulle part? Ils sont toujours enfants de quelqu'un? Oui, mais est-ce que ce n'est pas l'expression de notre impuissance à pouvoir gérer ou éduquer nos enfants? Parce que quand on parle... Moi et toi, on a grandi. Pourquoi on n'est pas devenu Koulouna? Quand on parle de l'avenir du Congo, mais c'est y compris les Koulouna. Mais voilà pourquoi il faut les resocialiser. Les resocialiser, c'est créer des prisons adaptées pour le Koulouna. Ils sont en prison. Mais on leur fait des travaux forcés. Quand ils sortent de là, après la peine, ils sortent transformés, rééduqués. Ce n'est pas la rééducation de Makala qui va changer de Koulouna. Nous, on a vu des délinquants qui te disent, ben écoutez, j'ai été là quand je suis sorti par la grâce présidentielle. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que le Koulouna, quand il est là, on doit prendre une loi selon que, comme on l'a fait avec le viol, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce présidentielle. Parce que le chef de l'État prend la grâce présidentielle, on donne des critères. Oui. Ceux qui exécutent utilisent mal. Alors, on doit mettre des barrières comme ça. Les Koulouna, on doit changer la façon. La cravate ne devrait pas non plus bénéficier de la grâce présidentielle. Je vous demande la rigueur de la loi. La répression de la corruption, ok, est réglementée par des instruments internationaux. La répression de la corruption, elle est réglementée. L'UDECOM est également a des experts formés par les Nations Unies, notamment moi-même, sur la lutte contre la corruption. Ok? Donc il y a la façon de régler. On doit adapter notre législation par rapport aux instruments internationaux que nous avons ratifiés. En sorte qu'il n'y ait pas d'impunité. Qu'on renforce Gilles Alingueti, qu'on donne un dynamisme à l'agence de lutte contre la corruption. C'est tout ça. Donc le Koulouna, on doit les amener en prison. Quand Nyamaka CC, on amène des jeunes gens dont les parents n'ont pas pu le moyen de les scolariser. On les amène là-bas. On sanctionne sévèrement le Koulouna. Et pendant qu'ils sont là, qu'ils apprennent le métier, parce que la plupart de ces gens-là sont de jeunes gens qui ont moins de 18 ans pour certains, d'autres plus de 18 ans, mais qui n'ont pas reçu un encadrement au niveau de famille. Voilà, alors on va terminer cette émission. Vous me semblez... Déjà la fin. Oui, hélas, oui. Vous me semblez donner un chèque en blanc au deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous entendez par chèque en blanc? Chèque en blanc, vous dites que lui, il est bon. Ce sont ses collaborateurs qui ne sont pas. Non. Moi, je ne dis pas que le chef est bon ou mauvais, non. La population l'a voté massivement. Donc si la population l'a voté massivement, c'est la population qui lui a donné un chèque en blanc. Alors, vous voulez que moi je m'inscrive en fond par rapport à la population? Maintenant, quelles sont les raisons d'espérer que ce deuxième mandat du chef de l'État ne va pas nous amener partons par son discours tout droit dans un mur? Partons par son discours par le discours qu'il a tenu, le discours d'investiture, n'est-ce pas?
les 6 points relevés... Vous faites encore confiance au discours dans ce pays? Et pourquoi pas? Allez-y, non, je voulais juste savoir. Parce qu'on en a entendu 1001. C'est le commandant suprême. C'est le chef de l'État. Ok? Il n'est pas son premier discours. Hein. Non, il y en a eu. Le mandat passé, il avait été stigmatisé par certains pour ces 1001 promesses. Cher ami. 1001 promesses. Cher ami, non, écoutez. Le Congo est ce qu'il est. Le Congo a ses réalités. Moi et toi, nous savons le degré de problème que connaît le Congo. Hier, nous parlons de mouvement M23, mouvement rebelle congolais. On a compris par la suite que c'était des Rwandais qui étaient derrière. Et on comprendra par la suite que tout ce que le Rwanda fait, c'est avec la bénédiction de... Les M23 fait, c'est avec la bénédiction de Rwanda. La bénédiction de Rwanda, c'est la bénédiction d'une frange de la communauté internationale. C'est tout ce qu'on ne connaissait pas hier. Comment, quand vous voulez analyser ces discours, vous ne voulez pas les contextualiser? Allez-y, donnez-nous des raisons d'espérer. Les diagnostics qui avaient été faits, il est bon. Dans le 6 points que le chef de l'État avait relevés. J'ai posé le problème depuis que j'ai commencé, les problèmes d'hommes. C'est un homme qui était à la tête des Transco, qui a amené Transco à 8 mois d'arriéré. C'est un homme qui a relevé Transco. N'est-ce pas? Nous pouvions regarder dans un sens. On dira que c'est perdu. Mettons la clé sous le paillasson. Disons quand même que les choses évoluent dans ces pays, mon cher ami. Les choses évoluent. Pourquoi vous ne regardez que ce qui n'a pas marché? Et ce qui a marché, vous n'avez pas regardé. Dans des théories scientifiques, même une évolution d'un demi-pas, c'est une évolution considérable. Acceptez que ce pays a évolué. Prenons la situation de l'Est et personne n'en parle comme maintenant. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Le chef d'État a amené le Rwanda. Et la communauté internationale des États-Unis a condamné clairement le Rwanda. Vous dites que les choses n'évoluent pas. Il devrait finir la guerre. Quelle était la forme de la guerre là? Quand on découvre que même l'Union européenne vient prêter main forte au Rwanda. Vient dire au Rwanda, ben écoutez, continuez de voler parce que nous nous achèterons chez vous. Contextualiser les discours. Voilà. Okay? Oui, on va terminer. Contextualisons le discours. Vous me poussez à finir cette émission en catastrophe. À finir cette émission par césarienne. Ok? Faisons, ce n'est pas un chèque en blanc, mais la population a apprécié la façon de travailler du chef de l'État. La population lui a donné un second mandat. Nous ne pouvons que l'accompagner. Nous ne pouvons que l'accompagner. Pourquoi? Parce que il a des grandes idées pour ce pays. Il a un rêve pour ce pays. Il veut faire de ce Congo, refaire de ce Congo le grand Congo. Ok? Soyons derrière lui. Toute la population, tous les consommateurs, soutenons le chef de l'État. Mais surveillons la gestion du pays. Surveillons sérieusement la gestion du pays par des instruments légaux que nous avons. Chef de l'État, quand on vous propose des candidats pour la nomination, c'est vous qui avez le dernier mot. Vérifiez quand même l'intégrité. Ok? Que ceux qui contrôlent. Au lieu de ne pas contrôler, attendre pour que vous alliez en rébellion. Ça, c'est ce qu'il faut refuser. Nous refusons cela. Nous disons, comme on dit à Lingala, Moka Koswana Mokondiamboka, qu'il rencontre les attentes de la population. Qu'il trouve de bonnes personnes. Il s'est plaint, le chef s'est plaint. Par rapport à ceux qui construisent les routes, le chef s'est plaint. Par rapport à la justice, le chef s'est plaint. J'ai suivi le chef se plaindre même par rapport à la lutte contre la corruption. Il ne se plaint pas, il agit. Non. Il se plaint et puis il tape du poing sur la table. Ok? Il a dit, le dossier tel, je vais regarder. Donc, ils sanctionnent ceux-là qui doivent être sanctionnés. D'accord. Ceux qui contrôlent, ceux qui doivent contrôler, quand ils ne contrôlent pas, vous n'avez pas à aller vers eux, vous devez les sanctionner. Sanctionner, ce n'est pas seulement relever de leurs fonctions. Aujourd'hui, le droit a évolué, il y a même la responsabilité individuelle des dirigeants sociaux. Nous allons quand même terminer cette émission. Malheureusement. Merci à vous de m'avoir invité. Nous espérons vous retrouver dans 6 mois, 12 mois, quand même pour faire un peu dans les 3 bilans. Mois, en fait, apprenons
à nous voir régulièrement critiquer, oui. évaluer tout ce que nous disons. Oui. Sinon, ça ne devient que du spectacle. Tout à Or, fait. vous n'êtes pas là pour ça. Tout à fait. OK? Donc, l'informateur a fini son travail, vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas posé la question là-dessus. On va désigner un Premier ministre. Tenons compte de l'intégrité. Tenons compte de la probité morale. Tenons compte de compétences. Je suis convaincu que dans nos partis politiques, il y a des gens compétents. Quand je dis compétents, qui réunissent toutes ces conditions-là. Toutes ces conditions, voulais-je dire. Désignez-les, sanctionnez, le Congo va se relever. Merci beaucoup, Chief Tshipamba, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission qui n'allait peut-être pas se terminer, mais bon, on doit l'arrêter. Les Kinois disent, là, on est dans le arrêté. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé de votre temps. À très bientôt. Au revoir.